servir de base un comportement purement élastique et un comportement de solide visqueux pour lequel la contrainte est proportionnelle à la dérivée de la déformation, alors que précédemment dans le solide élastique, la contrainte est proportionnelle à la déformation. Donc on va maintenant mixer ces deux éléments de base pour essayer de décrire le comportement des polymères. Donc au départ, on va faire des combinaisons simples, on va petit à petit compliquer. Alors, on va aussi, avant de faire ces combinaisons, utiliser deux types d'expériences. Il y a deux types d'expériences qu'on va utiliser. La première expérience est une expérience de relaxation, c'est-à-dire qu'on va imposer une déformation constante et on va regarder comment évolue la contrainte au cours du temps, ou on va faire l'inverse. Dans ce cas-là, ça s'appelle une expérience de fluage. On impose une contrainte constante et on observe la déformation. Donc après, adapter les notations au type d'élongation qu'on est en train de faire, au type de déformation qu'on est en train de faire, soit une élongation, soit un cisaillement. Je vous laisse noter déjà le début là. Deux types d'expériences. Première expérience, expérience de relaxation, la déformation est constante, tandis que l'expérience de fluage, c'est la contrainte qui est constante. Vous en êtes là? Vous avez noté les deux types d'expériences. Alors, j'ai encore précisé quelques différents points là avant de passer aux propriétés mécaniques en combinant le ressort et le piston. Alors, dans le cas d'un solide purement élastique, on a parlé du module Young. On peut également parler de la complaisance en traction et l'inverse du module Young. Donc, ah oui, traction, élongation, c'est pareil. Hein. Notez. Ce sont deux synonymes. Traction, élongation. Donc, on peut parler soit du module Young, soit de l'inverse du module Young, qui s'appelle la complaisance en traction. Donc, ça, c'est dans le cas d'une déformation par élongation. Et si on fait du cisaillement, donc le module Young se note G. Et là aussi, on parle aussi de l'inverse du module Young, mais ça se note J. Et donc, ça s'appelle la complaisance en cisaillement. Donc, ça, ce sont des notations pour un solide 100% élastique. Dans la majorité du temps, donc on a un polymère qui a un comportement viscoélastique. Pour cela, on va déterminer pour lui deux modules. Alors, si on est en relaxation, on va s'intéresser au module de relaxation, qui sera noté E de T si on est en élongation. Et ce module, alors comment s'en souvenir? Parce qu'on va voir, vous voyez, il y a 4 cases, on va voir 4 cas différents. Le module, c'est toujours ce qui varie sur ce qui est constant. En relaxation, qu'est-ce qui est constant? C'est la déformation.
Donc, ce qui est en bas de la fraction, c'est la déformation qu'on impose instantanément, c'est ε0. Donc, je répète. Le module de relaxation, on est en relaxation, c'est ce qui varie sur ce qui est constant. Ce qui est constant, c'est la déformation, donc ce qui varie, c'est la contrainte. Donc, le module de relaxation, qui est noté E de t, c'est sigma de t divisé par ε0. On adapte ces notations à l'autre cas de la déformation, une déformation par cisaillement. Le module E se note G. La contrainte ne bouge pas de symbole, sigma de t dans les deux cas. Et par contre, la déformation change de symbole, ε0 ici et gamma 0 ici. Attention, attention, attention. Écoutez bien. C'est super maladroit d'avoir choisi la même lettre de l'alphabet, E de T, et le E du module Young. Oui, c'est la même lettre de l'alphabet, mais ça n'a rien à voir. Le module Young est une caractéristique du matériau. C'est une constante. Ici, on a mis la variable entre parenthèses. Le temps, c'est la variable. Même si on a pris la même lettre de l'alphabet, grand E, ça ne représente rien à voir, ça n'a rien à voir avec le module Young, même si c'est la lettre de l'alphabet. Même si c'est la même lettre de l'alphabet. Donc, ce qui est important dans le module, c'est de toujours noter entre parenthèses la variable pour éviter toute confusion. Et notez-le en grand, en gros. Le module de relaxation n'a rien à voir avec le module du Young, même si c'est la même lettre de l'alphabet. Et comme ça, c'est les notations qui sont utilisées. Donc, quand on parlera de module, on mettra toujours en évidence la variable, pour ne pas le confondre avec le module Young. Quand on fait du fluage, on va s'intéresser à un autre module qu'on appelle complaisance de fluage. Le principe, c'est toujours, pour le module, c'est ce qui varie sur ce qui est constant. En fluage, ce qui est constant, c'est la contrainte. Donc, en bas de la fraction, ça va être la contrainte qu'on impose instantanément, sigma 0. Donc, ce qui varie, c'est la déformation divisée par sigma 0. Donc, la complaisance de fluage sera notée dans le cas d'une déformation par élongation. Ça sera noté d de t égale epsilon de t divisé par sigma 0. J'adapte mes notations dans le cas d'une déformation par cisaillement. D de t devient J de t. Epsilon de t devient gamma de t et la contrainte est notée pareil. Comme précédemment, D de t n'a rien à voir avec le D qui est ici, qui est une complaisance entre actions et une constante. C'est une constante, une caractéristique du matériau, c'est une constante. Ici, ça varie au cours du temps. Donc, même si c'est maladroit, même si c'est la même lettre de l'alphabet, ça n'a rien à voir. C'est pareil pour le J de T et le J qui est là. C'est la même lettre de l'alphabet, mais ça n'a rien à voir. Et comme on a un matériau viscoélastique ici, ce n'est pas la même chose que précédemment pour un comportement purement élastique où l'un était l'inverse de l'autre. Ici, on a un matériau viscoélastique, l'un n'est pas l'inverse de l'autre. E de t n'a rien à voir avec 1 sur d de t. Après, si on est en cisaillement, les notations, g de t n'a rien à voir avec 1 sur j de t. Voilà, je crois. On a posé toutes les bases. On va pouvoir faire des maths pour essayer de modéliser
le comportement mécanique d'un matériau. Alors, pour vous aider, le slide suivant, j'ai refait un petit tableau récapitulatif où on fait la correspondance de toutes les notations. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce slide? J'ai oublié de le dire aussi dans le slide précédent. On va déjà faire ce slide. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce slide? Savoir ce que c'est qu'une expérience de relaxation. Savoir ce que c'est qu'une expérience de fluage. Connaître ses relations. Connaître ses relations. Je vais faire réapparaître le slide précédent et noter ce qu'il y a à connaître par cœur. Est-ce que je peux bouger de slide? Est-ce que je peux changer de slide? Un pas en arrière, pour que ça soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Eh bien, une toute petite formule, tout ça. On connaît le nom de la loi, on connaît ça. On connaît le nom de la loi, on connaît les relations et on connaît les représentations de chaque comportement, les symboles. Tout ça, c'est des petites relations. Alors, je vous invite à l'écrire un plein de fois, ce chapitre-là. Il va falloir faire les démonstrations, que ça soit fluide. Ok, allez, je reviens où j'en étais. On y va, on attaque. Ah non, pardon, pour résumer, je vous ai fait un petit tableau résumé. Bon, je me répète, mais je pense qu'il est bien, quand vous démarrez vos TD, d'avoir ce petit tableau sous les yeux pour l'adapter à un exercice qui est fait en élongation ou à un exercice qui est fait en cisaillement. Voilà. Vous avez votre correspondance. Donc là, on la reprend. Donc soit on fait une déformation. Alors, la différence entre upsilon et upsilon 0, quand on mettra un petit 0, ça veut dire à t égale 0. C'est upsilon quand t égale 0. Voilà. Quand on mettra à 0, ça sera la valeur de la contrainte à t égale 0. Pareil pour gamma. Dès qu'on met le petit 0, ça veut dire instantanément. À t égale 0. Alors, donc, encore une fois, on va redécrire ce tableau qu'il faut connaître. Soit on fait une déformation en élongation, soit on fait une déformation en cisaillement. Alors, la contrainte est notée la sigma dans les deux cas. Ça ne bouge pas. Par contre, la déformation change de notation. Epsilon en élongation, gamma en cisaillement. Le module Young change de notation. Grand E en élongation, grand G en cisaillement. La viscosité et sympa ne changent pas de symbole. La complaisance pour un matériau purement élastique est notée en élongation D et ça vaut 1 sur E. Elle est notée J en cisaillement et ça vaut 1 sur G.
Et les modules sur lesquels on va travailler, en relaxation, c'est noté E de T en élongation ou G de T en cisaillement. Je vous ai remis la définition de chacun. Et la complaisance de fluage est notée D de T en élongation et J de T en cisaillement. Donc ça, c'est un comportement viscoélastique. Ok, donc utilisez ce petit tableau pour faire vos TD, pour faire vos révisions. Il faut que ça rentre dans la tête. Encore une fois, on connaît beaucoup plus les symboles en élongation que c'est souvent ce qu'on fait, c'est de l'élongation. Donc on va travailler surtout sur cette première colonne pour déjà assimiler les notions du cours. Est-ce qu'il y a des questions? J'efface tout ça. Est-ce que je peux passer? Bon, il n'y a pas de nom, donc on y va. On démarre les maths. Comme je vous l'ai dit, pour décrire le comportement mécanique des polymères, on va assembler ces deux éléments de base. Donc, il y a un assemblage simple, soit on les met en série, comme c'est représenté ici, soit on les met en parallèle. Lorsqu'on les met en série, ça s'appelle un modèle de Maxwell. Alors, je vais être très stricte pour le contrôle. Vous devez impérativement me faire un croquis et me spécifier quelles sont les notations que vous utilisez. Ici, j'ai choisi d'utiliser sigma indice 1 et upsilon 1 pour le ressort. J'ai choisi d'utiliser sigma indice 2, upsilon indice 2 pour le piston. Et pour l'ensemble, appelé système de Maxwell, j'ai choisi d'utiliser sigma et upsilon. Je ne mettrai aucun point à toute écriture mathématique où on ne m'a pas dit « ici je l'appelle upsilon 1 et sigma 1 » parce que l'énoncé ne le dira pas forcément. Et donc, je ne peux pas prendre au petit bonheur la chance une solution. Donc moi, je veux un croquis et vous me précisez les notations que vous utilisez. Pas de précision, 0 point. C'est clair, c'est net. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, on y va. La méthode qu'il faut appliquer est la suivante. Et il est possible que vous ayez à l'examen un modèle de Maxwell. Donc, ce type de démonstration, il faut la faire rapidement. Il faut la refaire jusqu'à ce que ça soit clair pour vous. On y va pas à pas. Pour chaque élément, on va écrire les relations précédentes. Pour un ressort, c'est un matériau purement élastique. On sait qu'on a comme loi la loi de Hooke, et plus précisément, la contrainte est proportionnelle à la déformation. Donc, j'utilise les notations de mon croquis. La contrainte sur le ressort, c'est sigma 1. La déformation sur le ressort, c'est upsilon 1. Et ce ressort est caractérisé par un module Young E. Donc, sigma 1 égale E upsilon 1. Ça, c'est la loi de Hooke pour le ressort. Je fais pareil pour le piston. Je vais étape par étape. Le piston, il est régi par une loi de Newton, où la contrainte est proportionnelle à la dérivée de la déformation et la constante de proportionnalité, c'est la viscosité dans le piston. Ici, sur mon croquis, j'ai noté sigma 2 epsilon 2, donc je note sigma 2 égale état d2 epsilon 2 sur dt. Ok? Il y a une correspondance entre mes équations mathématiques et mon croquis. Je suis claire. J'attends la même chose dans les copies. Après, on va tirer des conséquences du fait qu'on a choisi d'assembler ces deux éléments en série. Imaginons que je colle deux élastiques l'un après l'autre.
je tire sur l'ensemble. La déformation de mon assemblage va être bien la déformation que je trouve dans le premier élastique plus la déformation dans le deuxième élastique, et la somme de ces deux déformations va être la déformation de l'ensemble. Quand on a des éléments en série, les déformations s'additionnent. Upsilon de l'ensemble, la déformation de l'ensemble, c'est mon croquis qui me le dit, c'est cette notation, upsilon. C'est la déformation que je trouve dans le premier système plus la déformation que je trouve dans le deuxième système. Je vous l'illustrerai à l'oral avec deux élastiques collés bout à bout parce qu'on a une vision très claire de ce cas-là. Donc les déformations s'additionnent. Upsilon égale upsilon 1 plus upsilon 2. Par contre, les contraintes sont identiques. La contrainte globale, c'est la contrainte qu'on trouve dans le premier élément et c'est celle qu'on a dans le deuxième élément. Sigma égale sigma 1 égale sigma 2. Donc voilà, quand on démarre un exercice, on écrit les lois individuelles pour chaque élément, on tire des conséquences, comment on les a assemblées. Dans le cas d'un assemblage en série, on additionne les déformations et les contraintes sont égales. L'objectif, c'est d'avoir une relation. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Avoir une relation entre sigma et upsilon pour l'ensemble. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est avoir une relation. Quelle est la relation qui relie sigma et upsilon pour l'ensemble? Comment fait-on? On fait toujours de la même façon. On a écrit deux lignes. On part toujours de la loi additive. Et ce qui s'additionne ici, c'est les déformations. Donc je pars de cette loi et pas de la deuxième loi, sigma égale sigma 1 égale sigma 2. Je parle de la loi additive. Sigma upsilon égale upsilon 1 plus upsilon 2. L'idée, c'est d'utiliser les relations individuelles. Mais je vois que dans le piston, ce n'est pas upsilon 2 que j'ai, mais c'est cette dérivée. Donc du coup, ma loi additive, je vais la dériver par rapport au temps. Si j'ai upsilon égale upsilon 1 plus upsilon 2, lorsque je dérive toute cette équation, j'obtiens d de upsilon par rapport au temps égale d de upsilon 1 sur dt plus d de upsilon 2 sur dt. En ayant dérivé toute la loi additive, ça me permet d'utiliser les relations précédentes, la loi de Hooke, la loi de Newton. Si vous avez d de sigma 1 est égal à E upsilon 1, vous pouvez dériver cette relation par rapport au temps et vous avez alors d de sigma 1 égale E, c'est une constante, donc ça ne dépend pas du temps, fois d de epsilon 1 sur dt. Conséquence, je suis capable de remplacer chaque terme. D de epsilon 1, il est ici. D de epsilon 1, c'est donc ça divisé par le module Young. 1 sur E, d de sigma 1 sur dt. Et l'autre, eh bien, je vais extraire de cette loi d de epsilon 2 pour le remplacer dans cette équation mathématique. D de epsilon 2, d'après la loi de Newton, c'est égal à sigma 2 divisé par état. Ça va jusqu'à là? Donc, je répète la méthodologie. Pour chaque élément, j'écris les lois individuelles en mettant le nom de la loi et la relation mathématique. Après, je tire des conséquences de comment sont assemblés les éléments. En série, ce sont les déformations qui s'additionnent et les contraintes sont égales. Je pars de la loi additive. S'il le faut, je la dérive pour pouvoir utiliser les relations individuelles. C'est ce que j'ai fait. Puisque la loi Newton, c'est la dérivée de la déformation, donc j'étais obligée de dériver ma loi additive. De façon à faire apparaître deux termes dans lesquels je peux réinjecter les lois de Hooke et les lois de Newton. J'arrive ici. Il ne me reste plus qu'un pas à faire.
j'avais écrit du fait que les éléments sont en série, que la contrainte globale, c'est la contrainte qu'on trouve dans chaque élément. Sigma égale sigma 1 égale sigma 2. C'est-à-dire que chaque sigma qui portait un indice précédemment peut disparaître au profit de sigma. Et j'obtiens la première équation différentielle, dite équation différentielle de Maxwell. C'est bien une relation qui, la déformation globale upsilon à la contrainte globale sigma. Si, on verra qu'on aura des cas où on a la contrainte 1 qui est différente de la contrainte 2. Ça va être Kelvin-Voigt. L'autre façon d'assembler les deux éléments de base, Kelvin-Voigt, c'est on les assemblera en parallèle. Alors, on a une équation différentielle qu'on va essayer de résoudre. Moi, ce que je veux, c'est pas avoir d'équation différentielle, mais une solution, soit de la contrainte au cours du temps, soit la déformation au cours du temps. Tout dépend du type d'expérience qu'on va faire. Donc, on va résoudre cette équation différentielle dans le cas des deux expériences, le fluage et la relaxation. Je vous laisse déjà noter l'équation différentielle. Alors surtout, n'apprenez pas par cœur tout ça. Ce que vous devez apprendre par cœur, c'est loi de Hooke, loi de Newton. On va les combiner de plein de façons différentes. Franchement, écrire ces deux lignes pour démontrer l'équation différentielle de Maxwell, c'est beaucoup. Ça vous apprend la méthode, et ça vous évite d'apprendre des trucs par cœur, quelle horreur. On apprend la méthode. On n'apprend pas par cœur l'équation différentielle de Maxwell. Est-ce que je peux résoudre maintenant l'équation différentielle? Tout le monde en est là? Ok, j'y vais. Alors, je résous l'équation différentielle de Maxwell pour chaque type d'expérience. Première expérience que j'ai choisie, c'est fluage. Qu'est-ce que c'est qu'un fluage? J'impose une contrainte constante instantanément et je observe la déformation. Oui, c'est parce que les éléments sont en série qu'on écrit que la déformation du système global, c'est la déformation du système 1 plus le système 2, et que la contrainte du système global, c'est la contrainte qu'on a dans le système 1 et c'est celle qu'on a dans le système 2. Alors, je reprends. Donc, on résout cette équation différentielle de Maxwell dans le cas d'un fluage. Donc, c'est là qu'il faut savoir ce que c'est qu'un fluage. Un fluage, c'est on impose une contrainte instantanément constante et j'observe epsilon. Donc, le but, c'est d'avoir epsilon de t égale quelque chose. C'est ça le but. Alors, je répète, fluage, j'impose une contrainte constante instantanément. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit 0. Instantanément, à t égale 0, j'impose cette contrainte et elle sera toujours sigma 0. C'est pour ça qu'on met ce petit 0. Alors, je regarde comment évolue l'équation différentielle de Maxwell. Donc, je l'ai réécrit là, l'équation différentielle de Maxwell, et je m'aperçois que si j'ai une contrainte constante, la dérivée au cours du temps est égale à 0. Donc, cette équation différentielle se simplifie pour donner d de epsilon sur dt égale la contrainte sur eta, et comme la contrainte c'est sigma 0, je vais remplacer ce petit sigma par sigma 0 divisé par eta. Donc l'équation différentielle s'est simplifiée parce que j'ai fait une expérience de fluage.
Maintenant, on fait un peu de maths. Il faut intégrer cette équation différentielle. Donc, lorsque on intègre, eh bien, je n'ai pas réécrit la ligne, donc on intègre. Tac. Ça donne quoi? Pardon, je vais réécrire la ligne proprement. Pourquoi la égale à... Eh bien, la contrainte ici, elle est constante, donc sa dérivée au cours du temps est nulle. Mais je vois que tu as gentiment répondu dans le chat. Donc, l'équation différentielle de Maxwell se simplifie dans le cas d'une expérience du fluage. En fluage, la contrainte est constante, donc sa dérivée au cours du temps est nulle. L'équation différentielle est simplifiée. Pour résoudre une équation différentielle, je suis peut-être allée un peu vite, on isole les variables. À gauche, je vais mettre la variable epsilon. À droite, je vais mettre la variable dt. Voilà, j'ai isolé à gauche une variable, epsilon, à droite, la deuxième variable, le temps, et j'intègre. Et j'intègre. L'intégrale de d de epsilon, c'est epsilon. L'intégrale de dt, c'est t, avec ce qu'il y a devant qui est constant. Ça, c'est constant. Sigma 0 et eta, c'est constant. Donc, l'intégrale de sigma 0 sur eta fois dt, son intégrale, c'est sigma 0 divisé par eta, fois le temps. Mais attention, quand on intègre, il y a une constante qu'il faut trouver en utilisant les conditions initiales. Ou alors, vous allez mettre les bornes aux intégrales. Il y a deux façons de faire. Donc, pour l'instant, je vais vous présenter cette façon de faire. Donc, j'intègre et après, j'écris plus une constante que je détermine en précisant les conditions initiales. Qu'est-ce que je vais dire? C'est CI, hein, c'est pas conclusion, c'est pas condition initiale, CI. À t égale 0, je vais spécifier ce que vaut la déformation. Eh bien, je dis qu'à t égale 0, la déformation prend une certaine valeur que je note epsilon 0, toujours dans ma logique. Le petit 0, c'est à t égale 0. J'écris donc cette ligne-là à t égale 0. Epsilon de t, mince. Epsilon à t égale 0 et epsilon 0, et je remplace dans l'équation mathématique sigma 0 divisé par eta fois 0 plus a, donc égal à sigma 0 eta. Alors sigma 0, c'est une constante, là, c'est écrit là. La viscosité du piston, c'est une caractéristique. Comme la température d'ébullition, c'est une caractéristique, c'est une constante. Ici, mon fluide est caractérisé par une viscosité. Donc sigma 0, c'est imposé par le type d'expérience, c'est constant. Et eta, c'est une caractéristique intrinsèque au matériau visqueux, un piston. Donc, en remplaçant dans l'équation mathématique le temps égal à 0, ce terme-là va s'annuler, parce que je multiplie par 0, il va rester que le grand A, et puis j'écris que epsilon vaut la valeur précise de epsilon 0. Donc, je vois que grand A est égal à epsilon 0. Donc, l'équation finale, est, après avoir trouvé la constante, on a introduit lors de la résolution de l'intégrale, et epsilon de t égale sigma 0 divisé par eta fois le temps plus epsilon 0. Encore une fois, n'apprenez pas par cœur tout ça. Il faut savoir par contre faire la démonstration de façon fluide.
j'ai été claire. Epsilon 0, c'est bien la déformation subie instantanément lorsqu'on applique sigma 0. Oui. Donc, c'est bien ça. Oui, je vais rebondir sur Florian, ce qu'a dit Florian. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, moi j'ai un fils qui s'appelle Florian et donc ça m'échappe beaucoup. Excuse-moi. Ah ouais, je traumatise les étudiants. Alors, on revient sur la remarque de Florent, qui était très pertinente et qui va me servir dans des slides qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Epsilon 0, c'est la déformation instantanée que j'applique au système. En une seconde, sous la contrainte sigma 0, eh bien, le système va se déformer de epsilon 0. Mais il m'a répondu, c'est epsilon 1, 0. Il a raison. Instantanément, le piston refuse de se déformer. C'est un solide visqueux, ça prend du temps à se déformer, même si vous tirez dessus. Par contre, votre élastique, votre ressort, vous tirez dessus, il se déforme instantanément. Donc, il a tout à fait raison. Ça va nous servir après, que epsilon 0, c'est pas... Enfin, je peux écrire que epsilon 0, c'est epsilon 1, 0. C'est epsilon 2, 0 plus epsilon 1, 0, puisque mes éléments sont en série. Ça, c'est vrai à tout temps, donc c'est vrai aussi à t égale 0. Mais la déformation du piston, elle est nulle. Un piston refuse de se déformer instantanément. Donc, la déformation instantanée de l'ensemble, en réalité, c'est la déformation instantanée de l'élément qui veut bien se déformer instantanément. C'est qui? C'est le ressort. Donc, il a raison quand il me dit ça, que epsilon 0, en réalité, c'est epsilon 1, 0. Très bien vu. Ça va les maths pour tout le monde? Bien. J'efface et puis on passe à la suite. Je peux effacer? Une constante. Le A s'appelle... ah non, c'est pas. Comment le A disparaît? Ben, après avoir écrit les conditions initiales, j'ai trouvé que le grand A, en fin de compte, c'est epsilon 0. Donc, je le remplace dans l'équation finale, parce que grand A, pour moi, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne parle pas. Par contre, epsilon 0, ça parle. C'est la déformation instantanée du système. Et grâce à Florent, on sait que c'est la déformation instantanée du ressort. Il y a deux façons de résoudre une équation différentielle. Soit tu mets les bornes de ton intégrale. Ici, epsilon passe de quoi? De epsilon 0 à epsilon, une valeur quelconque, et le temps passe de la valeur t égale 0 à un temps t quelconque. Soit tu ne précises pas, quand tu résous ton équation différentielle, les bornes, et tu fais, j'intègre cette fonction, c'est epsilon, j'intègre cette fonction, c'est sigma 0 divisé par état fois temps, et tu fais apparaître une constante parce que tu n'as pas précisé les bornes d'intégration. Deux façons de faire. Est-ce que j'ai été claire, Jules? Ok. Voilà. Donc moi, je ferai toujours plus constant.
et je détermine la constante avec les conditions initiales. Mais si vous ne voulez pas faire cette méthode-là, vous ne faites pas apparaître la constante, précisez les bornes des intégrales. Je fais tout disparaître. Là, vous avez la forme. On continue. Donc, j'ai résolu l'équation différentielle dans le cas d'un fluage. On continue. On fait maintenant l'autre expérience. Ah non, pardon, pas tout à fait fini. J'ai résolu mon équation différentielle dans le cas d'un fluage. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est faire apparaître les modules. Et dans le fluage, quel est le module qui est intéressant de mentionner, revoir le tableau précédent, c'est la complaisance de fluage. Donc, je n'ai pas tout à fait fini de résoudre. En fluage, on s'intéresse à la complaisance de fluage. Je prends sa définition. Le module, c'est ce qui varie sur ce qui est constant. Donc, la déformation epsilon de t sur ce qui est constant, sigma 0. Donc, ma solution mathématique précédente, je l'ai réécrit là. Il faut que je la divise par sigma 0 pour obtenir la complaisance de fluage, le module complaisance de fluage. Donc d de t, si je divise par sigma 0, ici, sigma 0 va disparaître, il va rester le temps sur la viscosité, et puis ce terme-là va être divisé par sigma 0. OK? Mais on va aller un petit peu plus loin. Et grâce à Florent, on sait des choses. Alors, on y va pas à pas. Tout le monde a réussi à passer de là à là, juste en écrivant à quoi correspond une complaisance de fluage, ce qui varie, ici la déformation au cours du temps, sur ce qui est constant, sigma 0, et juste à diviser par sigma 0 pour passer de la ligne du dessous à la ligne en dessous. Maintenant, je cherche à savoir ce que représente ce rapport epsilon 0 sur sigma 0. Voilà mon objectif. Je cherche ça. Pour cela, je vais réfléchir sur les relations qu'on a écrites précédemment. Qu'est-ce qu'on a écrit précédemment? On a dit que les deux systèmes étaient en série. On en a conclu que la déformation du système global, c'est la déformation qu'on a dans le système 1 plus la déformation du système 2. Ça, c'est vrai à tout temps. Donc, c'est vrai aussi à t égale 0. Donc, je réécris cette ligne en mettant des petits indices 0. Alors, ce n'est pas 10, c'est pas 20, ou si vous voulez, mettez 1,0, 2,0. Moi, je vise à côté. Voilà, donc c'est pas 10, hein, c'est avec un point virgule si vous voulez. J'écris cette relation-là qui est vraie à tout instant, je l'écris à t égale 0. Donc, j'ai mis du 0 partout. Sauf que j'utilise ce qu'a dit Florent, c'est que la déformation dans le piston est nulle instantanément. Un piston, c'est visqueux, ça va mettre un certain temps à se déformer sous la contrainte imposée. Donc la déformation instantanée, c'est uniquement celle du ressort. Donc epsilon 0 égale epsilon 1, 0. Par ailleurs, on a écrit, parce que les éléments étaient en série, que la contrainte globale était la contrainte qu'on trouvait dans chaque élément. Donc sigma égale sigma 1. Cette relation-là, je peux l'écrire aussi à t égale 0. Sigma 0 égale sigma 1, 1,0. Et la relation qu'il y a dans le système 1, c'est un ressort. On a sigma 1 égale E epsilon 1. Je peux l'écrire aussi à t égale 0. Donc sigma 1, 0 égale E epsilon 1, 0. Au final, j'enlève mes gribouillis. Je trouve donc que le rapport epsilon 0 sur E0, ici, ça me donne quoi? Que epsilon 0 sur sigma 0 égale epsilon 1, 0 sur E epsilon 1, 0. Ça se simplifie, égale 1 sur E.
Donc, on vient de préciser ce que vaut le rapport ε0 sur sigma 0. C'est l'inverse du module Young de ressort. Donc, c'était important de le faire apparaître puisque c'est une caractéristique constante du système, précisément du ressort. Parce que, est-ce que tu es d'accord que quand on écrit ε égale ε1 plus ε2, c'est vrai à tout instant. Donc, c'est vrai aussi à 0, à l'instant t égale 0. Donc, je mets des indices 0 partout. Mais après, je dis que ça vaut 0 parce qu'un piston ne peut pas se déformer instantanément. C'est un solide visqueux. Un solide visqueux, c'est tu tires dessus, eh bien, ça va mettre un petit peu de temps à se déformer. Voilà. Donc, il n'y a pas de déformation instantanée. Or, tu tires sur ton élastique, lui, il répond aussitôt. Tu tires sur ton ressort, il répond aussitôt. Donc, ce terme-là, au final, il est... OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc à chaque fois on fera ça, on aura une équation différentielle, on la résout dans le cas d'une expérience, et après, selon l'expérience, on précise le module adapté. Ici, on fait du fluage. Le module adapté, c'est la complaisance de fluage. Donc, du coup, d de t est égal à t sur état plus 1 sur e. Oui, pas 2 de t. Ah, d égale t égale 0. Non, c'est bien la complaisance à tout instant t qui vaut cette expression mathématique. Par contre, on a précisé ce que valait le rapport, qui était un rapport de déformation et de contrainte était à t égale 0. Mais le système, c'est le d à tout instant t. C'est pas d, ici, c'est pas d spécifiquement à t égale 0. Non, c'est pour tout instant t. Est-ce qu'Aurélien, c'est clair pour toi? Mais tu as raison, pour d égale 0, Mohamed, la complaisance de fluage à t égale 0, ce terme-là sera nul et sera égal à l'inverse du module Young. Tout à fait. Voilà, donc la méthodologie, on vient de l'appliquer, puis maintenant, on va la décliner à plein de cas différents. C'est-à-dire que maintenant, on va repartir de l'équation de différentiel, mais on va essayer de la résoudre, parce que ce n'est pas les équations différentielles qui m'intéressent, c'est toujours avoir soit la contrainte au cours du temps égale quelque chose, une expression mathématique, soit la déformation au cours du temps qui m'intéresse, soit l'expression de la déformation au cours du temps comme on vient de le faire. Donc maintenant, on résout l'équation différentielle dans le cas d'une expérience de relaxation. Donc pour cela, il faut savoir ce que c'est qu'une expérience de relaxation. Une expérience de relaxation, c'est une déformation constante imposée instantanément, d'où mon petit 0. Et donc, je vais regarder comment évolue l'équation différentielle lorsque j'impose une déformation constante. Donc, j'ai remis l'équation différentielle. La voici. Eh bien, si j'impose une déformation instantanément constante, la dérivée de la déformation est nulle. Donc, cette équation différentielle se simplifie et devient 0 égale 1 sur E d de sigma divisé par dt plus sigma sur état. Je passe un terme à gauche, du signe égal. Donc, j'ai passé sigma sur état de l'autre côté, d'où moins sigma sur état. J'ai passé le module Young à droite. Ça me donne moins d de sigma sur dt égale moins E sigma sur état. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à isoler les variables. Il y a deux variables, la contrainte et le temps.
Donc ici, je vois que par rapport de là à là, j'ai regroupé tous les sigmas et puis j'ai mis tout le reste à droite du signe égal. Donc ici, la variable temps est à droite. Ici, la variable contrainte est à gauche. J'isole les variables. Une variable à gauche du signe égal, une variable à droite du signe égal. Donc il y a la variable contrainte et la variable temps. Dans cette équation mathématique, j'espère que vous en êtes là, on a le rapport du module Young qui caractérise le ressort et divisé par état qui caractérise le piston. Ce sont deux constantes. Eh bien, on introduit une nouvelle constante, taux, et rapport de la viscosité sur le module Young. Ça s'appelle cette constante une constante de relaxation. Donc, je vais faire disparaître ce rapport par 1 sur taux. Et au final, mon équation différentielle est donc équation différentielle à résoudre, d sigma sur sigma égale moins dt sur la constante de relaxation taux. On résout cette équation différentielle. Je ne précise pas les bornes, je vais faire apparaître une constante grand A que je préciserai, que je calculerai avec les conditions initiales. L'intégrale de 1 sur x, c'est ln de x. Donc l'intégrale de d de sigma sur sigma, c'est ln de sigma. L'intégrale de dt, c'est temps, mais il est multiplié par moins 1 sur taux. Donc j'ai moins t divisé par taux, plus ma constante a, que je détermine avec mon condition initiale. Qu'est-ce que je veux dire en condition initiale? Eh bien, je vais dire à t égale 0, le système a une contrainte, sigma, 0, ou dire c'est la valeur que prend la contrainte à t égale 0. Je remplace dans l'équation mathématique t par 0 et sigma par sigma 0, ça me donne ln de sigma 0 moins 0 divisé par taux plus A. Je trouve que ln de sigma 0 égale A. Le ln vient d'où? Rappel mathématique, l'intégrale de 1 sur x d de x est égale à ln de x. Une question? Oui, j'écoute. J'ai pas très bien compris pourquoi à partir de d sigma dt est égal à moins e sigma sur la viscosité, l'étape qui est juste en dessous. Là, Ouais, s'il vous plaît. c'est cette ligne-là que tu n'as pas compris? Ou comment je passe de la ligne précédente à cette ligne-là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est le passage entre les deux, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Entre ces deux lignes-là, exact. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon crayon. Bien marché, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là? Eh bien, j'ai passé sigma à gauche du signe égal et j'ai passé dt à droite du signe égal. D'accord, vous avez regroupé les. D'accord. J'ai regroupé. Tout ce qui dépend de sigma, je l'ai mis à gauche du signe égal. Tout ce qui dépend du temps, je l'ai mis à droite. Quand on résout une équation différentielle, c'est ce qu'il faut faire. Séparer les variables. On écrit une variable à gauche de égal et l'autre variable à droite de égal avec tout ce qui reste. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, madame, c'est toujours en rapport avec la question de Mohamed. Du coup, juste la ligne d'en dessous de dérivée de sigma sur sigma égale à moins E sur état. Ouais, celle-là. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Com- Comment on fait pour arriver à moins dt sur taux?
Alors, donc, pour passer de là à là, c'était bon. OK. Oui. Est-ce que j'utilise la définition du temps de la constante de relaxation? Donc, taux est défini, il n'y a pas à comprendre, hein, c'est une définition. La constante de relaxation, taux, c'est la contrainte sur le module Young. Donc, Ah, 1 sur taux, c'est E divisé par état. Donc, j'ai remplacé ok. état par 1 sur taux. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore merci, j'avais pas fait attention. Il n'y a pas de souci, hein. Et surtout, posez toutes les questions, il faut que ça soit clair. On amorce donc les systèmes simples, donc il faut bien comprendre. C'est bon pour tout le monde? Donc je répète, quand on intègre l'équation différentielle, on obtient ça. Je n'ai pas précisé les bornes de mes intégrales, donc je fais apparaître plus constant. Vous pouvez réexpliquer les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est, je dis, à t égale 0, on a imposé une déformation, eh bien, il existe une contrainte sur mon système qui vaut je ne sais pas quelle valeur, mais je la note, sigma indice 0, pour dire c'est la valeur que prend la contrainte à t égale 0. Tout ça, c'est pour me faire apparaître que des paramètres sur lesquels on travaille, c'est-à-dire des déformations, des contraintes, et pas une constante grand A qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, on précise, à t égale 0, la contrainte a vaut une certaine valeur que je note, sans savoir sa valeur numérique, je la note, sigma indice 0, pour dire c'est la contrainte à t égale 0. Une fois que j'ai dit ça, je reprends mon équation mathématique et je remplace le temps par 0. Et je note, sigma devient sigma 0. Donc, ln de sigma devient ln de sigma 0. Le temps, je le remplace par 0, donc ce terme-là, il va devenir nul et il va rester plus A. Ça me permet de dire que la constante grand A est égale à ln de sigma 0. Donc, j'obtiens ln de sigma égale moins t divisé par tau plus ln de sigma 0. Moi, j'ai peut-être été un peu trop vite. J'ai regroupé les deux ln à gauche. Ça me fait ln de sigma moins ln de sigma 0. Or, je sais, petit rappel, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Je vais peut-être le noter ailleurs. Sur la même ligne, ln de A divisé par B, c'est ln de A moins ln de B. Donc, quand j'ai passé mon ln de sigma 0 à gauche du signe égal, je vais avoir ln de sigma moins ln de sigma 0. Donc, c'est ln de sigma divisé par sigma 0, selon cette relation mathématique. Et donc, c'est égal à moins t sur tau. OK? Et après, je... Oui, il y a une question? Madame, je suis désolée, je n'ai pas écouté à partir de ln de sigma. Alors, de cette ligne-là à cette ligne-là? Oui. D'accord? OK. Donc, ce que je fais, c'est que je regroupe à gauche du signe égal tout ce qui est ln. Donc, le ln de sigma 0, je le passe à gauche du signe égal. Donc, on obtient la ligne que j'écris là. Je ne sais pas si vous arrivez à me lire. Donc, moins t divisé par tau. Donc, j'ai regroupé tous les ln à gauche du signe égal pour avoir ln de sigma moins ln de sigma 0 et utiliser le petit rappel mathématique que j'ai encadré. Je sais que quand j'ai ln de A moins ln de B, c'est égal à ln de A divisé par B. Donc, ln de sigma moins ln de sigma 0, c'est ln de sigma divisé par sigma 0. Après, je fais l'exponentielle de toute cette équation, du terme à gauche et du terme à droite. Donc, ça revient à dire que sigma sur sigma 0 égale exponentielle de moins t sur tau.
d'où sigma de t égale sigma 0 exponentielle de moins t sur tout. Le ln, c'est l'exponentielle. Ça vous défier, on laisse. Θ sur E au lieu de θ. Non, tu fais comme tu veux. Pourquoi faire apparaître taux? Ça fait une fraction en moins. Là, quand tu n'utilises pas taux, bah, tu as état divisé par E. C'est une fraction. Donc, ça te simplifie l'écriture, taux. Et puis, des fois, deuxième argument, c'est que dans l'énoncé, on te donnera taux. Donc, il faudra que tu utilises cette formule-là. Après, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Si au final, tu arrives à résoudre l'équation en laissant ta fraction, même si c'est moins joli, j'ai envie de dire, c'est bon. Hein. Tout le monde a réussi à écrire l'équation finale. La contrainte au cours du temps est égale, après la résolution de l'équation différentielle, sigma de t égale sigma 0 exponentielle de moins t sur t. Donc je rappelle, l'inverse du logarithme 1, c'est l'exponentielle. Oui, une question? Excusez-moi, juste pour être sûr, on n'est pas forcément obligé de passer par ln de sigma moins ln de sigma 0. Ça veut dire que tu peux directement... l'équation mathématique qui est là? Non, celle qui est la dernière, en fait, on peut directement mettre l'exponentielle. On se retrouve avec sigma sur sigma 0, exponentielle est égal à exponentielle de moins t sur tout. Et après, on remonte. On n'est pas obligé de passer par la séparation entre ln de 0 et ln de sigma et moins ln de sigma 0. Tu veux dire que tu écris directement le résultat final? À partir de votre ligne ici, enfin, la ligne que vous avez écrite dans le diapo, pas celle que vous avez rajoutée, l'avant-dernière. Celle-ci? Celle-ci, on peut directement intégrer, enfin, rentrer l'exponentielle ici. On obtient exactement la même chose. On n'est pas obligé de passer par la 4e ligne que vous avez écrite. Non, c'était une ligne qui était intermédiaire parce qu'on m'a posé une question, mais je l'efface, voilà. C'était juste une question. Merci. Voilà. Après, si vous passez 5 lignes à écrire le résultat final ou 2 lignes, il n'y a pas de souci. Hein, j'essaie de développer pour certaines personnes qui ont du mal à voir les enchaînements. Parce que des fois, je vais peut-être un peu vite dans la résolution mathématique. Mais après, si on arrive tous au même résultat final, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ma politique est de dire, si vous avez besoin d'écrire 5 lignes, ben, n'ayez pas la prétention d'écrire une ligne. Le but, c'est d'avoir le résultat final correct. Voilà. Donc, à force de les écrire, ces équations différentielles, on écrit de moins en moins de lignes. Mais s'il le faut, il faut écrire 5 lignes ou 10 lignes. Je m'en moque. Il faut arriver au bon résultat. Donc, je répète, quel était notre objectif? Dans le cadre d'une expérience, ici la relaxation, on impose une déformation constante et on veut connaître l'évolution de la contrainte au cours du temps. Eh bien, on a répondu à cette question. L'équation mathématique de la contrainte au cours du temps dans cette expérience de fluage pour un système de Maxwell est égale à sigma 0 exponentielle de moins t sur t. Est-ce qu'on a fini? Une question, j'écoute. Oui, je n'ai pas très bien compris pourquoi d de epsilon sur dt est égal à 0. Parce qu'on fait expérience de fluage. Une expérience de fluage, c'est qu'on impose instantanément une déformation constante. Donc, d de epsilon sur dt, sa dérivée au cours du temps, est nulle. Quand tu as une fonction qui est constante, sa dérivée est nulle. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Alors, je disais, est-ce qu'on a fini? On a résolu l'équation différentielle, on a trouvé l'équation mathématique de la contrainte au cours du temps. On n'a pas tout à fait fini. Quand on fait une expérience de relaxation, on s'intéresse à un module particulier, le module de relaxation. Donc, on va chercher le module de relaxation. Quelle est sa définition? C'est ce qui varie, donc c'est sigma, sur ce qui est constant, c'est epsilon 0. Donc, je vais faire disparaître tous mes rajouts. Je peux? Pas d'objection, j'enlève tous les rajouts.
OK. Et je peux passer au slide suivant? Donc, on a fait un premier cap. On a trouvé la contrainte. On va aller jusqu'à la démarche. La démarche, c'est trouver... Hop, j'étais trop haut. Bas plutôt. C'est de trouver le module approprié à l'expérience qu'on est en train de faire. On est en train de faire une relaxation. Le module approprié, c'est le module de relaxation. Il est noté E de T lorsque je fais une déformation par élongation. Sa définition, c'est ce qui varie sur ce qui est constant. Ce qui varie, c'est la contrainte. Ce qui est constante, c'est la déformation. Donc, je reprends l'équation différentielle précédente. On avait établi que sigma de t est égal à sigma 0 exponentielle de moins t sur tau. Cette expression mathématique, je la divise par epsilon 0. Ce qui me donne la ligne du dessous. Mon module de relaxation, noté grand E de t, est égal à sigma 0 divisé par epsilon 0 exponentielle de moins t sur tau. C'est égal à E de t, le module Young du ressort, exponentielle de moins t sur tau. Si c'est nécessaire, on refait la démonstration qu'on a faite tout à l'heure pour démontrer que ce rapport-là revient à écrire le module Young du ressort. Je le refais, ça rentre dans la tête. On est en train de faire un modèle de Maxwell. Ce sont deux éléments en série. En série, les deux éléments, eh bien, ça fait que leur déformation s'additionne. Epsilon égale epsilon 1 plus epsilon 2. C'est vrai à tout instant, donc c'est vrai à t égale 0. Donc j'ai mis des petits indices 0 pour dire que c'est vrai à t égale 0. J'écris après que les deux éléments, sur les deux éléments, il y en a un qui ne veut pas se déformer instantanément. Le piston ne se déforme pas instantanément. Il n'y a que le ressort qui se déforme instantanément. Donc epsilon 0, la déformation du système global instantané, c'est la déformation instantanée du ressort uniquement. Par ailleurs, j'exploite aussi que comme on est en parallèle, la contrainte de l'ensemble, c'est la contrainte qu'on trouve dans chaque élément. Donc sigma égale sigma 1. J'écris que c'est vrai à tout instant, donc c'est encore vrai à t égale 0. Donc sigma 0 égale sigma 1, 0. Et j'écris que le ressort est soumis à une loi de Hooke, sigma 1 égale E epsilon 1. J'écris que cette loi est valable aussi à t égale 0, donc sigma 1, 0 égale E epsilon 0. Ce qui me vient à dire que le rapport sigma 0 sur epsilon 0 égale le module Young du ressort qui est ici. Donc mon équation du module de relaxation s'écrit au final grand E de t égale grand E exponentielle de moins t sur tau. On voit bien que ça, c'est pas la même chose que ça. Pardon. Voilà, grand E de t, c'est le module de relaxation, n'a rien à voir avec le module Young du ressort, même si c'est la même lettre de l'alphabet. Donc c'est très maladroit, mais tout le monde fait comme ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Eh bien, on continue. On va faire la même chose en assemblant les deux éléments de base différemment. Tout à l'heure, on les a mis en série. Maintenant, on les met en parallèle. C'est bon, je peux peut-être vous laisser un peu de temps pour noter ça. Donc, lorsqu'on assemble les deux éléments de base
Oui, une question? Oui, s'il vous plaît. Concernant cisaillement, ça sera les mêmes équations, sauf qu'on n'aura pas les mêmes termes. On aura gamma à la place de. Voilà, tu prends ton tableau de correspondance et chaque terme, tu fais la correspondance. Ok, merci. Mais sinon, la notation mathématique est la même. C'est que les notations qui changent. Et encore une fois, donc toutes les démonstrations, là, moi, je les fais en élongation pour essayer de pas trop tout bouger. C'est déjà parfois peut-être un peu lourd pour certaines personnes. Donc moi, je reste en élongation. En TD, vous ferez du cisaillement, vous inquiétez pas. Vous prenez le tableau de correspondance. Donc, je vais maintenant décrire le modèle de Kevin-Vaughan. Donc, on assemble les deux éléments de base, le ressort et le piston, en parallèle. Pour chaque entité, les lois ne changent pas. Le ressort est toujours soumis à sa loi de Hooke. Attention, donc, j'ai toujours précisé mes notations. Pour le ressort, j'ai dit qu'il est soumis à une contrainte sigma 1 et une déformation epsilon 1. Le piston, il est soumis à une contrainte sigma 2 et une déformation epsilon 2. Et l'ensemble, j'ai gardé la même méthodologie, est régi par une contrainte sigma et une déformation epsilon. Donc, je me répète, chaque élément de base est géré toujours par sa propre loi, le piston par sa loi de Newton, le ressort par sa loi de Hooke. Je l'adapte à mes notations. Donc, mon ressort, c'est indice 1. Donc, sigma 1 égale epsilon 1. Mon piston, c'est indice 2. Donc, sigma 2 égale état d2 epsilon 2 sur dt. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Écrire les lois individuelles propres au ressort et au piston. Maintenant, j'écris la particularité de l'assemblage que je viens de faire. Je les ai mis en parallèle. Encore une fois, on va visualiser pour comprendre ce truc-là. Deux élastiques, vous les mettez en parallèle et vous tirez sur vos deux élastiques. Je trouve que ça représente bien l'affaire. Un premier élastique 1, vous mettez un deuxième élastique 2, vous tirez sur l'ensemble. Vous tirez là, eh bien, les deux vont se déformer de la même façon. Epsilon 1 va être égal à epsilon 2. Et ça va être la déformation du système. On visualise nos deux élastiques en parallèle. Vous tirez à droite, vous tirez à gauche. Ils vont s'étendre de la même façon. Donc, epsilon égale epsilon 1 égale epsilon 2. Par contre, la contrainte du système global, ça va être la somme de sigma 1 plus sigma 2. La loi additive, ici, s'applique pour les contraintes, alors que c'est les déformations qui sont constantes. Donc, on a précisé la particularité d'un système en parallèle. Les contraintes s'additionnent, les déformations sont identiques. Je vais donc partir toujours de la loi additive. Mon crayon, s'il te plaît. La loi additive, c'est les contraintes. Eh bien, j'écris que sigma 1, c'est E epsilon 1, plus sigma 2, c'est état d de epsilon 2 sur dt. Mais comme au final, la déformation du système, c'est la déformation qu'on trouve dans chaque élément, ben on peut supprimer les petits indices de chaque epsilon. Epsilon 1, c'est epsilon 2, c'est epsilon. Donc très rapidement, on a l'équation différentielle de Kelvin-Wood. Ça va plus vite que pour Maxwell. Voilà, donc on a l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est toujours la relation qui lie la contrainte du système global à la déformation du système global. Donc il n'y a plus d'indices. C'est pour ça que je fais toujours ces notations-là. C'est plus simple pour avoir l'équation finale, ne plus avoir les indices 1 et 2. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On résout cette équation différentielle dans le cas des deux expériences, le fluage et la relaxation.
Ça va pour tout le monde? Donc, je résous cette équation différentielle pour une expérience de fluage. C'est quoi le fluage? J'impose une contrainte constante instantanément. C'est quoi la relaxation? J'impose une déformation instantanément. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire? Oui, une question? Vu qu'on a un ressort et comment on appelle ça? Piston. Un piston qui sont. Enfin, je veux dire, quand le ressort va être retiré, il y aura le piston qui va bloquer qui va empêcher que le ressort s'étire, non? Ça va dépendre de la vitesse du piston. Voilà, le piston, il va faire suer tout le monde, là. Effectivement, donc va jusqu'au bout de ta démarche. Le piston va empêcher. Non, on n'aura pas de déformation initiale comme pour Voilà. comme pour le Vox. On n'a pas de déformation à epsilon 0. Voilà, lui, le piston, refuse de se déformer instantanément. Donc, conclusion, est-ce que je peux faire pour un modèle de Kelvin-Wundt les deux types d'expériences? La réponse est non. Quelle expérience je ne peux pas faire? L'expérience qui impose une déformation constante instantanément. On ne pourra pas faire une expérience de relaxation dans le cas du modèle de Kelvin-Wundt à cause du piston. Lui, il ne veut pas se déformer instantanément. Donc, on ne pourra pas faire l'expérience de relaxation pour ce système-là. Très bien vu. Tout le monde a compris? La déformation du système, c'est la déformation qu'on trouve dans chaque branche. Or, le piston ne veut pas se déformer instantanément. C'est le principe d'une expérience de relaxation. Donc, on ne peut pas faire d'expérience de relaxation pour ce système-là. Donc, on va résoudre cette équation différentielle uniquement en fluage. Je peux passer? Pas d'objection? Eh bien, je passe. On résout cette équation différentielle en fluage. On y va. Le fluage, je remets sa définition. J'impose une contrainte constante de façon instantanée. Donc je dis que la contrainte vaut la valeur sigma 0. Et maintenant, je reprends mon équation différentielle précédente et je l'applique à ce cas-là. Bien, en fin de compte, il n'y a rien qui disparaît si ce n'est que je mets un petit 0 à la contrainte. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que tout à l'heure parce que j'ai aucun terme qui disparaît. Tout à l'heure, c'était sympa, il y avait des termes qui disparaissaient. C'est une équation différentielle du coup qui est plus compliquée à résoudre. Méthode, il faut la résoudre en 2 temps. On y va? Premier temps, on va résoudre l'équation différentielle en annulant tous les termes dérivés. C'est ce qu'on appelle, on cherche la solution particulière. Tout à l'heure, on cherchera la solution dite de l'équation sans second membre et la solution globale de l'équation différentielle sera la somme de ces 2 solutions. Donc, première solution. C'est ce qu'on appelle la solution particulière. On annule dans l'équation différentielle tous les termes où il y a les dérivés. Donc, il reste sigma 0, E epsilon. Donc, que vaut la solution? Dans ce cas-là, je cherche epsilon, c'est ce que je cherche. Epsilon vaut donc sigma 0 divisé par E. C'est la première solution, ce qu'on appelle la solution particulière où on a annulé tous les termes dérivés. OK? La deuxième solution. J'efface mon gribouillis. Ici, il y a toutes les variables. La deuxième solution, c'est quand on annule le second membre de l'équation, c'est-à-dire ça,
on va dire que c'est égal à 0. Et on va chercher l'équation, la solution de cette équation différentielle, on dit sans second membre. Donc, on refait des maths et on cherche la solution de cette équation différentielle. Ça sera ma deuxième solution. La solution globale, ça sera la somme de ces deux solutions. La première solution et la deuxième solution. Donc, cette équation sans second membre, l'équation mathématique est 0 égale E epsilon plus eta d de epsilon sur dt. Je mets un terme à gauche du signe égal. À gauche du signe égal, j'ai mis d de epsilon sur dt. Et ce qui reste à droite, moins E sur epsilon sur eta. Pour éviter la superposition sur cette fraction, je fais apparaître la constante de relaxation taux est égale à eta divisé par E. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste que ça allège l'écriture. Par contre, il faut connaître sa formule. L'objectif est d'arriver à écrire l'équation mathématique où à gauche du signe égal, il y a une seule variable. Ici, j'écris à gauche la variable epsilon, à droite, la deuxième variable, le temps. Bon, j'ai choisi de répartir comme ça, à gauche, à droite de mon signe égal. Vous pouvez faire autrement. Ce qu'il faut, c'est tout ce qui dépend de epsilon soit à gauche, tout ce qui dépend du temps soit à droite. Une fois qu'on a fait ça, on peut intégrer cette équation mathématique. Donc, je mets des intégrales. Soit vous précisez les bornes des intégrales, soit vous faites comme moi, j'ai mis plus une constante que je vais déterminer avec les conditions initiales. L'intégrale de epsilon sur epsilon, c'est ln de epsilon. L'intégrale de dt, c'est le temps, et puis il y a le facteur multiplicatif, moins 1 sur taux, que je mets devant. Donc on a moins t sur taux, plus ma constante du que je dois trouver, parce que j'ai intégré. Donc plus la constante A'. Petite astuce. Cette constante, je voudrais la faire rentrer dans le logarithme qu'elle a. Eh bien, je dis qu'une constante, c'est toujours le logarithme d'une autre constante. C'est vrai. Donc, je pose que A', qui est une constante, est égale ln d'une autre constante A. Je remplace A' par ln de A et je regroupe les deux logarithmes à gauche du signe égal. Ça me fait ln de epsilon moins ln de A, c'est ln de epsilon divisé par A, égale, et ce qui reste à droite, moins t sur taux. Là, on voit l'intérêt de faire ln de A en constante parce que je peux passer de là à là en faisant disparaître le ln. Je passe à l'exponentielle. Ça me fait epsilon divisé par A est égal à exponentielle de moins t sur taux. Donc après, j'ai remis le A à droite. Je vous laisse regarder un peu ça, le noter. S'il y a des questions, je réponds. La solution verte, c'est la solution d'une partie de l'équation différentielle. Plus précisément, c'est la solution de l'équation sans second membre. Et la solution finale, ça sera la somme de ces deux solutions. La première solution que j'ai mis en rose et la deuxième solution qui est notée en vert. Oui, question? Oui, s'il vous plaît, pour la solution particulière, c'est à 0. Vous avez dit qu'on efface le second membre parce qu'on remplace t par 0? Non, pour la solution. Dans la solution particulière. Pardon, tu peux répéter ta question? Dans la solution particulière, qu'on obtient θ 0 sur E, sur le module Young. Pour la solution particulière, c'est que tu reprends l'équation différentielle et tu annules tout ce qui est dérivé. Voilà. Il faut résoudre cette équation mathématique. D'accord. Après, la solution sans second nombre, tu mets d'un côté toutes les variables et tu annules l'autre côté. C'est comme ça que ça se résout, ce type d'équation différentielle. Et la solution complète de l'équation différentielle, c'est la somme des deux solutions. Ok, merci.
Alors ça, c'est Jules. C'est un cours de résolution des équations différentielles. Tu vas aller questionner un prof de maths. Pourquoi ça se résout comme ça? Tu poseras ça à un prof de maths. Désolée pour ma réponse qui botte en touche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Gabriel? En fait, quand vous dites qu'on annule tout ce qui est dérivé, c'est parce que la dérivée de epsilon égale 0. C'est comme ça que ça se résout, ce type d'équation différentielle. Alors, pour répondre à Xavier, tu mets d'un côté toutes les variables. Les variables, c'est epsilon et t. Donc, tous les termes où il y a epsilon et t, tu le mets à droite. Et ce qui reste à gauche, tu mets que c'est égal à 0. C'est ça ce qu'on appelle la solution de l'équation sans second nombre. Je n'ai pas compris l'étape en dessous de la solution de l'équation sans second nombre. Alors, Danushika, c'est... Tu comprends pas cette ligne-là que je surligne là? Ok. Alors, donc, écrire l'équation sans second membre, ça, c'est des maths. J'ai rien de plus à dire. C'est ça, l'équation sans second membre. Par contre, je vais essayer de répondre à la Danushika pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais l'écrire là. J'ai écrit un terme. J'ai passé un terme à gauche du signe égal. Moins E sur epsilon égale état d de epsilon sur dt. Après, j'ai divisé par état à droite et à gauche. Il me reste ça. Et après, j'ai regroupé tout ce qui était epsilon et tout ce qui était temps d'un côté. Voilà. Et ça me donne la deuxième ligne. Et d'accord que, au final, j'arrive à cette équation mathématique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est pour ça que je disais, quand vous allez faire ces démonstrations, écrivez autant de lignes que nécessaire pour bien comprendre la démarche et arriver au résultat. Il n'y a pas de meilleure réponse, il n'y a qu'une mauvaise réponse et c'est là où on se trompe. Donc s'il faut écrire plus de lignes, surtout, écrivez-les, c'est impératif. C'est vrai que des fois, je vais peut-être un petit peu vite dans l'écriture de la résolution. Donc, je considère qu'il n'y a plus de questions sur chaque solution, la solution 1 et la solution 2. Même epsilon, c'est une variable dans la première équation. C'est la variable. Tu fais du fluage. Donc, ce qui est constant, c'est la contrainte et c'est la déformation qui varie au cours du temps. Donc, epsilon varie au cours du temps et le temps varie. Donc, de variables, il y a epsilon et t. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on a résolu de façon séquentielle cette équation différentielle. Là, il faut voir un prof de maths si ce n'est pas clair pour vous. C'est la méthode, c'est qu'on fait tout le temps comme ça. Et après, la solution globale, c'est la somme des deux solutions. Donc, la solution qui est écrite en violet et la solution qui est écrite en vert. Et c'est sur la solution globale qu'on va écrire les conditions initiales pour expliciter la valeur de la constante A. Car ça, c'est la vraie solution. C'est la solution
de l'équation différentielle qui est encadrée. Donc, c'est sur cette solution-là qu'on va écrire les conditions initiales et que sur cette écriture-là. Qu'est-ce qu'on va dire à t égale 0? Que vaut la déformation? Ah, c'est pas epsilon 0. Non, parce que dans ces cas-là, tu écrirais les conditions initiales sur une partie de la solution. Or, la solution, c'est tout ça. C'est la partie rose plus la partie verte. Et c'est sur cette solution qui est écrite complètement, et pas qu'une partie, on peut écrire les conditions initiales. Et les conditions initiales, c'est que vaut la déformation est égale 0. Eh bien ici, on a un piston qui est en parallèle d'un ressort. Le piston refuse de se déformer instantanément. Et comme on a la même déformation dans chaque branche, le upsilon est nul. Donc cette ligne-là, je vais l'écrire à t égale 0. Donc upsilon à t égale 0, c'est 0. Ça, c'est des constantes, ça ne bouge pas. C'est sigma 0 divisé par E, plus A fois, alors je ne l'ai pas écrit, si on l'écrit, si vous voulez, exponentielle puissance 0. Mais rappel, exponentielle puissance 0 égale à 1. Donc on trouve que 0 égale sigma 0 divisé par E plus A égale moins ça. Oh, pardon. Ok, donc A exponentielle 0, c'est A fois 1. Donc on trouve que A, c'est moins sigma 0 sur E. Conclusion, la solution mathématique de upsilon au cours de temps, c'est ceci. J'ai remplacé le A par ça. Je peux le mettre en facteur, puisque j'avais le même terme dans la solution violette. Je trouve que upsilon de t, c'est sigma 0 divisé par E, entre crochets, 1 moins exponentielle de moins t sur t. Donc ça, c'est la solution finale de la déformation au cours du temps dans un système de Kelvin-Volt qu'on sollicite dans une expérience de fluage. On continue jusqu'au bout. Dans une expérience de fluage, quel est le module qui est intéressant à mettre en évidence? La complaisance de fluage, elle est notée D de T. Que vaut le module? Ce qui varie sur ce qui est constant. Qu'est-ce qui varie? Eh bien, c'est, on explicité précédemment, sur ce qui est constant, la contrainte sigma 0. Conclusion, le sigma 0 va disparaître, il va rester juste 1 sur E, facteur du crochet, 1 moins exponentielle de moins t sur t. Je vous laisse noter. Alors, je vais laisser mon gribouillis, mais je vais revenir un peu en arrière pour répondre à Aurélien. Je refais apparaître un système de Kelvin-Volt. C'est trop vite. Quand tu as un modèle de Kelvin-Volt, tu as deux éléments en parallèle. Deux éléments en parallèle fait que la déformation du système global est égale à la déformation qu'on trouve dans chaque branche. Or, le piston refuse de se déformer instantanément, même si tu tires dessus. Donc, upsilon 0 égale upsilon 1, 0 égale upsilon 2, 0. Et lui, il dit upsilon de 0, c'est 0. Parce que je refuse de me déformer instantanément. Donc la déformation instantanée du système global, elle est nulle.
Ah, mais il est l'heure. Eh bien, on va s'arrêter là. Et on continuera notre jeu de maths demain. Je crois que c'est demain qu'on se retrouve, ouais. Ouais. Alors, moi, je vous invite sérieusement à bien potasser ça, parce que demain, on va aller encore plus loin. Donc, ceux qui peinent pour les maths, imprégnez-vous de ces premières équations qu'on a pu faire ensemble pour qu'on puisse monter en puissance demain. OK? Donc, je vous dis à demain.